Bonjour et bienvenue sur LCP. Nous sommes comme toujours au cœur de l'Assemblée nationale. Et dans cet épisode, immersion avec la Commission des finances qui s'est constituée en commission d'enquête pour tenter de répondre à cette question. Comment expliquer le dérapage du déficit public en 2023 et 2024? Comment est-on passé d'une prévision de déficit de 4,4% à 6,1% de la richesse nationale? Et quelle est la cause de ce dérapage? Eh bien, pour le savoir, les députés de cette commission des finances auditionnent depuis près de 3 mois les principaux protagonistes qui étaient aux commandes au moment où cette dégradation a eu lieu. Et ce mercredi 5 février, c'est au tour de Michel Barnier d'être entendu pendant près de 3 heures. Celui qui a été Premier ministre à peine 3 mois, fin 2024, va défendre ses choix, ses décisions et arbitrages budgétaires. Il explique la situation extrêmement dégradée qu'il a trouvée en arrivant à Matignon. Alors que savait-il de la situation? La séance est ouverte. La parole est à Michel Barnier. J'ai l'honneur d'être le Premier ministre de notre pays pendant 3 mois, du 5 septembre au 12 décembre de l'année dernière. J'ai accepté d'assumer cette responsabilité que m'a confiée le Président de la République le 5 septembre sans avoir exercé de fonction auparavant, je le dis pour la bonne forme, au sein du gouvernement depuis 2009. Mais j'ai eu aussi, durant cette période et après avoir cessé de faire partie du gouvernement de notre pays, en 2009, où j'étais ministre de l'Agriculture et de la Pêche, l'occasion, juste à côté, à Bruxelles, notamment de 2010 à 2015, d'être commissaire puis vice-président de la Commission européenne en charge du marché intérieur et des services financiers. Ce qui n'est pas négligeable pour qu'on se connaisse un peu mieux dans mon raisonnement et dans l'approche que j'ai et que je garde de l'environnement extérieur dans lequel notre pays se plonge ou est plongé. En arrivant au gouvernement, en formant mon équipe, notamment avec mon directeur de cabinet qui veut bien m'accompagner aujourd'hui pour revenir vers vous. Il a tellement été content de cette première audition qu'il a fait avec vous qu'il voulait assister à la mienne. Avec mon équipe, mon premier souci était d'obtenir une vision la plus claire possible et la plus fiable de la situation de nos finances publiques, parce que j'ai en tête, à ce moment-là, et je viens de vous le dire avec l'expérience ou l'éclairage, disons, que me donne le fait d'avoir été membre de la Commission européenne et d'avoir pu regarder notre pays vu d'à côté et vu avec les autres. J'ai en tête un schéma qui est celui-ci, un graphique, je vais vous le faire distribuer, enfin vous le connaissez sans doute, hein, qui est celui de la dette publique en pourcentage du PIB comparativement entre l'Allemagne et la France. Voilà. Je vais vous faire donner ce tableau si, Monsieur le Président, votre équipe et vos services veulent bien le photocopier. Alors, ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que nous avons 2 courbes exactement confondues entre l'Allemagne et la France jusqu'en 2007-2008. Hein, et qu'un premier décrochage se produit à partir de 2007, mais notre dette augmente plus vite, mais elle suit parallèlement celle de l'Allemagne avec un peu de décrochage. Et qu'à partir de 2011-2012, on voit les écarts s'agrandir encore et s'aggraver encore. Voilà. J'ai cela en tête comme un effet d'alerte parce que de tels écarts, de mon point de vue, expriment une idée ou une crainte ou une réalité qui est que on ne peut pas être dans la même zone euro, avoir la même monnaie. Chacun peut penser ce qu'il veut de la monnaie unique. Moi, je pense que c'est une très bonne, surtout dans le monde troublé où nous sommes, instable où nous sommes, d'avoir ce pôle commun
du marché unique et de la monnaie unique, pour ceux qui l'ont voulu. On ne peut pas avoir de tels écarts dans la gestion de nos finances nationales quand on est dans la même zone euro. Voilà ce que je pense. Donc, c'est l'objectif de ce qu'on appelle à Bruxelles le pacte de stabilité ou les critères de bonne gouvernance commune. J'appelle ça plutôt une sorte de règlement de copropriété. Nous sommes copropriétaires de l'euro et nous avons à gérer cette monnaie ensemble. J'ai en mémoire aussi les accidents qui ne sont pas totalement naturels. La catastrophe qui n'est pas totalement naturelle, qui n'est pas du tout liée à la crise financière de 2007-2008, que j'ai eu à ma place à gérer avec d'autres comme commissaire aux services financiers en 2010 en arrivant à la Commission européenne, provoquée par le comportement insensé, irresponsable d'un certain nombre de banques américaines et européennes, le détricotage systématique de toute forme de régulation pendant 30 ans, dans une sorte de vent ultralibéral qui a conduit au démantèlement de la quasi-totalité de nos instruments de régulation et des conséquences extrêmement graves pour beaucoup de gens. Plusieurs millions d'emplois ont été détruits pendant cette crise. Du travail que j'ai dû faire pendant 4 ans, patiemment, pour reconstruire l'architecture de régulation européenne à travers 41 lois de régulation que j'ai présentées au Parlement européen, au Conseil des ministres, et qui ont, selon la feuille de route du G20, en 2008, permis à notre continent de se réarmer sur le plan de la supervision, de la régulation, des sanctions, de la transparence. 41 lois. Donc j'ai tout ça en tête quand je deviens Premier ministre, de l'interdépendance qui est la nôtre dans le monde d'aujourd'hui avec nos voisins et en particulier ceux qui font partie de la même zone monétaire. Donc j'essaye, en arrivant à Matignon, d'y voir clair sur l'état des finances publiques. Le 10 septembre, je m'entretiens avec Bruno Le Maire, ministre démissionnaire de l'économie et des finances, et avec M. Thomas Cazenave, que vous connaissez bien, ministre démissionnaire également délégué chargé des comptes publics, et participe à cette rencontre le directeur général du Trésor. Et donc nous prenons acte de leurs commentaires. Bien sûr, le gouvernement précédent, dirigé par Gabriel Attal, a pris conscience de la dégradation rapide des finances publiques. Je pense que l'ancien Premier ministre vous l'a dit comme il le souhaitait. Ce n'est en tout cas pas une situation qui lui est inconnue. Les résultats des différents impôts en 2023, dont l'impôt sur les sociétés, lui ont été transmis. Il a pris un certain nombre de décrets d'annulation dès mars 2024. Et le cadre macroéconomique a déjà été réactualisé en cours d'année. Donc je veux dire, comme un premier point, que des efforts ont indéniablement été faits par le précédent gouvernement pour tenter de maîtriser ce déficit. Voilà, Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, auditionné par la Commission des finances qui s'est doté des pouvoirs d'une commission d'enquête pour tenter de comprendre les raisons du dérapage du déficit public en 2023 et 2024. Michel Barnier qui est aussi passé par la Commission européenne et qui met en avant son expérience d'ancien commissaire pour tenter de faire le clair sur cette dégradation. Retour en Commission des finances. J'arrive le 5 septembre et je suis informé par la Direction générale du Trésor que cette situation est dégradée de près d'1 point de PIB depuis juillet 2024, depuis la dissolution, enfin depuis le moment où nous avons vécu ces événements politiques importants. Ça veut dire une dégradation de 28 milliards date de la première estimation officielle produite par Bercy. J'ai naturellement, comme vous-même, en mémoire
cette note du 11 septembre 2024 de la Direction générale du Trésor. 11 septembre, moi je suis là depuis 6 jours. Hein. Et je lis dans cette note du 11 septembre des choses assez différentes de ce qui était dans la note précédente du mois de juillet précédent, qui date du 17 juillet 2024. 17 juillet 2024, note précédente de la Direction générale du Trésor. Et moi, j'en trouve une le 11 septembre, voilà, dans laquelle il est indiqué l'actualisation que nous présentons dans cette note conduit à une dégradation de la prévision du solde public par rapport aux prévisions d'une ampleur inhabituelle à si brève échéance de la préparation du projet de loi de finances. Voilà ce que je lis dans cette note, qui est d'ailleurs pour moi une note essentielle au moment où je deviens Premier ministre. Au-delà de ma propre conviction, appuyée notamment sur le graphique que je vous ai présenté, et au-delà des conversations, des échanges que j'ai à cette époque avec le gouverneur de la Banque de France, qui lui aussi, étant membre du Conseil de la Banque européenne, une vision plus globale de notre situation comparative. Voilà. Donc, je suis... avec cette note sur mon bureau, qui fait état des dernières remontées comptables relatives aux recettes fiscales, aux dépenses des collectivités locales, qui les jugent préoccupantes. On connaît l'analyse du ministère des Finances qui a été exprimée à cette époque par le ministre sortant sur la charge ou le pointage qu'il fait du rôle des collectivités locales que j'ai trouvé excessif de mon point de vue. Il juge en tout cas cette évolution des dépenses des collectivités locales préoccupante au point de dégrader fortement les dernières prévisions de solde public publiées dans la précédente note du 17 juillet. Et désormais, selon cette note, le solde public, qui m'est indiqué comme la base de mon travail, s'établirait à moins 6,3 du PIB en 2024 et à 6,9 du PIB en 2025, contre respectivement 5,6 ou 6,2 prévus 2 mois plus tôt. 2 mois plus tôt. Et pour redresser cette situation, la Direction générale du Trésor préconise des économies d'ampleur estimées à 45 milliards en 2025, en plus de la concrétisation des lettres plafonds rendues à l'été par le gouvernement précédent. Vous vous souvenez, Monsieur le Président, des lettres plafonds? Oh, très bien, très bien. Enfin, je me souviens de les avoir pas eues, surtout. Enfin, je me souviens de votre demande que j'ai bien comprise dans un temps très contraint, avec celle du rapporteur général. Mais en tout cas, en plus des lettres, la concrétisation des lettres plafonds, les économies d'ampleur qui me sont suggérées sont celles-là, avec l'objectif de ramener la prévision du solde public à 4,9, soit 60 milliards en tout. Et puis, une autre proposition d'économie à hauteur de 70 milliards pour revenir à la cible programme du programme de stabilité adopté en mai 2024, soit 4,1% du PIB. On en est loin. J'ai donc aussi en tête ce graphique que je vous ai présenté. Et voilà pourquoi j'ai dit objectivement, en essayant d'exprimer la vérité de la situation où je trouvais, qu'il y avait là un contexte beaucoup plus préoccupant que je l'avais imaginé. Peut-être j'ai mal informé ou avait mal suivi les choses avant, mais j'avais moins de raison de les suivre. La situation, je me trouvais très en dehors du gouvernement. Et voilà pourquoi j'ai décidé, dans ma responsabilité, d'informer tout de suite les Français de cette situation. Et voilà pourquoi, dès le 1er octobre 2024, nous sommes moins de 4 semaines, enfin 3 semaines après ma nomination, lorsque je présente la déclaration de politique générale, j'essaie de respecter une double exigence. D'abord, de vous indiquer la volonté de réduire la dette, et la seconde, de dire la vérité sur nos comptes publics
en annonçant d'emblée, je le dis dans cette déclaration de politique générale, que pour l'année 2024, le déficit devrait dépasser 6% de notre richesse nationale. J'essaye de dire, peut-être de manière un peu inhabituelle, la prévision des soldes publics aux Français. Voilà dans quel contexte, c'est mon deuxième point, après ce constat le plus objectif possible, je suis amené à préparer un budget difficile, mais sincère, pour 2025, afin de tenter de commencer le rétablissement des finances publiques de notre pays. J'ai tout à fait conscience qu'il n'y a dans ce budget que des points difficiles. Je le sais, depuis le début. Mais je considère que c'est ma responsabilité que de marquer une marche en descendant, si je puis dire, dans la trajectoire extrêmement dangereuse de nos finances publiques. Il y a un point de discussion, et peut-être ça sera l'objet de vos questions, mais qui est celui du recours à un projet de loi de finances rectificative à ce moment-là. Nous sommes le 5 septembre, plus exactement le 2 octobre pour cette déclaration. Et c'est vrai que nous avons réfléchi à cette question de réaliser en urgence des mesures de frein de la dépense au deuxième semestre. Mais nous choisissons de ne pas recourir à un autre texte, projet de loi de finances rectificative. D'abord parce que le contexte politique que vous connaissez mieux que moi, enfin moi je commence à le connaître assez bien maintenant, mais le contexte politique dans lequel nous travaillons est très particulier, ici à l'Assemblée nationale. Ensuite, le temps. Moi, je me suis battu contre le temps en permanence pour faire les choses qui restent extrêmement limitées et ne suffiraient pas, de mon point de vue, à réaliser dans le temps qui reste avant la fin de l'année l'effort de réduction de la dépense inédit, pourtant nécessaire pour tenir la trajectoire budgétaire ou pour la ralentir. Et donc, franchement, je me suis dit que ça allait être compliqué, et ça l'a été d'ailleurs, de présenter le projet de loi de finances initial, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, et de rajouter un troisième projet de loi de finances. Et donc, voilà pourquoi nous choisissons de ne pas présenter un projet de loi rectificatif. Et donc, nous choisissons de nous concentrer sur la préparation des textes financiers pour 2025. Je fais le choix d'un cadrage macroéconomique fidèle aux prévisions et validé à 2 reprises par le Haut Conseil. Je choisis de préparer un projet de budget qui repose sur un cadrage macroéconomique fidèle aux dernières prévisions transmises par le ministère de l'Économie. Et je rappelle ces prévisions que nous avons fait nôtres. Croissance estimée à 1,1, inflation à 2,1, cible de déficit pour 2024 à 6,1, c'est ce que j'indique dès le début, avec une cible de déficit à 5%. 5% pour 2025. Et donc des efforts budgétaires nécessaires pour atteindre cette cible, évalués à 1,1 point de PIB en moins. Voilà les grands chiffres qui encadrent le travail de préparation du budget. Ce choix est validé à deux reprises par le Haut Conseil des finances publiques dans son avis relatif au projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 25, qui a été rendu le 8 octobre. Le Haut Conseil des finances publiques souligne que ce budget marque une inflexion de tendance par rapport aux 2 dernières années. Cet avis reconnaît que s'il considère que la prévision des recettes de dépenses et donc de solde public pour 2024 est encore affectée d'une incertitude non négligeable, je le cite, celle-ci, cette prévision, est cohérente avec les informations comptables et budgétaires disponibles et avec le scénario macroéconomique. Et cette première analyse du Haut Conseil est confirmée le 31 octobre 2024 à nouveau par le même Haut Conseil lors de son avis sur, cette fois-ci, le projet de loi de finances de gestion pour l'année 2024. À cette occasion, le Conseil rappelle que le projet de loi
de fin de gestion repose sur le même scénario macroéconomique que le projet de loi de finances pour 2025. Et le Haut Conseil considère que la prévision de croissance du gouvernement pour 2024, je rappelle 1,1%, reste réaliste. Les comptes nationaux trimestriels publiés par l'INSEE après la saisie du Haut Conseil, qui conduisent à un acquis de croissance de 1,1 à l'issue du troisième trimestre 2024, confortent ce diagnostic, me semble-t-il. Voilà le constat partagé sur lequel nous continuons à travailler et sur lequel j'engage l'ensemble de mon gouvernement. Et puisqu'il y a des membres de ce gouvernement parmi vous, je les remercie de ce travail solidaire et difficile, puisque je leur demande de participer à cet effort partagé dans toute la sphère publique, entre dépenses et recettes, avec l'objectif de réduire clairement, drastiquement, le déficit public. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, je fais à cette époque face à une contrainte de calendrier qui est aussi imposée à vos travaux et à vous-même, assez exceptionnelle. C'est une contrainte inédite. C'est pourquoi je pense et je dis à cette époque que le budget que je vous présente est un budget perfectible, voilà, qui a été construit tellement rapidement qu'il ne peut pas être parfait. D'ailleurs, je ne connais pas de budget parfait, mais en tout cas celui-ci, je le sais, d'emblée est perfectible. Je suis pressé par le calendrier de préparation des deux projets de loi et si je peux me permettre de détailler aussi pour tous ceux qui nous écoutent cette chronologie, parce que je pense qu'elle démontre, sans chercher d'excuses ou de complaisance, les conditions dans lesquelles nous avons dû travailler tout en maintenant l'effort de rigueur et de sincérité. Je suis nommé le 5 septembre 2024. Je prends connaissance plus en détail de la situation des finances publiques dans cette note de la Direction générale du Trésor le 11 septembre. Je constitue le gouvernement le 21 septembre. Le 27 septembre, je réunis une première fois le gouvernement pour un séminaire où la question du budget fait l'objet d'un des ateliers dédiés que nous avons organisés avec les ministres ce jour-là, le 27 septembre. Le 1er octobre, 4 jours plus tard, je dis ce souci de vérité lors de la déclaration que j'ai l'honneur de prononcer devant l'Assemblée nationale et au Sénat en même temps. Le 2 octobre, le lendemain, le Haut Conseil des finances publiques est saisi sur les prévisions macroéconomiques et sur l'article liminaire du projet de loi de finances et du PLFSS. Le 8 octobre, comme je vous l'ai dit, le Haut Conseil rend son avis et confirmé l'ensemble des prévisions macroéconomiques retenues dont il valide la sincérité. Le 9 octobre, 1 mois et 3 jours après ma nomination, je dépose le projet de loi de finances au Parlement. Je le reconnais avec une dizaine de jours de retard sur le calendrier parlementaire initial, mais seulement en ayant eu 3 semaines pour préparer un texte aussi solennel et important pour notre pays. Voilà. À chaque fois que j'ai été informé d'une nouvelle prévision concernant les dépenses publiques, j'ai essayé de réagir rapidement. Je vous donne un exemple, celui de l'information que je reçois le 14 novembre, d'un dérapage de 1 milliard d'euros de nos dépenses de sécurité sociale, en raison notamment d'une dynamique supérieure des médicaments les moins remisés, c'est-à-dire les plus chers à rembourser pour la sécurité sociale. Et dès le lendemain, le 15 novembre, je fais jouer la clause de sauvegarde pour ne pas aggraver le déficit de la sécurité sociale qui est déjà particulièrement élevé. Troisième élément important, et je reviens à cette expérience que j'ai construite au fil de mon parcours au niveau européen, je sais bien, je redis que nous ne sommes pas tout seuls et que nous avons à informer nos partenaires via la Commission européenne et à côté d'elle le Conseil de notre situation, comme nous demandons aux autres de nous informer de leur situation. Je rappelle dans le cadre de ce règlement de copropriété qui nous lie dans la zone euro. Et voilà pourquoi j'ai demandé à cette époque très vite à la Commission européenne une renégociation de notre plan budgétaire et structurel à moyen terme.
Comme je vous l'ai dit au début de mon propos, les efforts nécessaires pour atteindre nos engagements auprès de la Commission européenne auraient dû être de 70 milliards d'euros de réduction de la dépense publique, et ce n'est pas, de mon point de vue, envisageable à court terme, ni supportable. Pour rappel aussi, je veux souligner que la France a été mise au cours de l'été 2024, donc quelques semaines plus tôt, sous la procédure de déficit excessif par le Conseil de l'Union européenne. Et donc il faut réagir, il faut informer, il faut changer pour préserver la crédibilité économique de notre pays à l'étranger et aussi la crédibilité de notre signature. Voilà pourquoi j'ai décidé de renégocier, après en avoir informé le président de la République évidemment, auprès de l'Union européenne le calendrier en présentant une trajectoire budgétaire pour 2025-2029 qui respecte les exigences des nouvelles règles budgétaires élaborées par le commissaire Gentiloni, ainsi que les réformes et investissements sur la durée pour justifier l'accord que nous sollicitons sur un allongement de la période d'ajustement budgétaire de 4 à 7 ans, nous conduisant ainsi à 3% de déficit en 2029. Cette négociation nouvelle a été présentée au Conseil des ministres et transmise au Parlement le 23 octobre, avant l'envoi formel à la Commission européenne de ma demande le 31 octobre. Et je vais le 13 novembre à Bruxelles pour y rencontrer la présidente de la Commission et présenter cette demande. Le vice-président, M. Dombrovskis, commissaire européen à l'économie et à la productivité, M. Gentiloni, qui sait qu'il va quitter ses fonctions, mais qui est toujours en fonction à ce moment-là, chargé des questions économiques et monétaires, et, on le redit, la présidente de la Commission. Enfin, à défaut de pouvoir recourir à un projet de loi rectificatif, j'adopte avec mon gouvernement une stratégie de réduction de la dépense à travers le projet de loi que vous connaissez de finances de fin de gestion 2024. Je voudrais juste insister sur un point. Là encore, j'ai choisi de conserver le même cadre macroéconomique que pour le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2025, dans un souci de cohérence, et surtout parce qu'il repose sur des prévisions qui sont portées à ma connaissance par l'administration que nous dirigeons et qui me paraissent fiables et actualisées. Je le répète, sur un rythme de 2 mois, juillet, septembre. Et puis vous avez la nouvelle prévision pour janvier. Pour cette loi, le gouvernement a retenu pour l'année 2024 une prévision de croissance de 1,1, un déficit public ciblé de 6,1 et un ratio d'endettement par rapport au PIB de 109,7%. Et c'est à travers ce projet de loi de finances de fin de gestion que nous avons pu procéder aux ajustements de crédit indispensables à la fin de gestion 2024. Certaines mauvaises nouvelles, je vous l'ai dit, et d'autres exigences nouvelles qui n'étaient pas budgétées, notamment pour faire face aux importantes dépenses, et ce n'est pas fini, concernant la Nouvelle-Calédonie, au soutien à l'Ukraine, à certaines aides et prestations sociales, comme l'allocation aux adultes handicapés, les bourses sur critères sociaux pour les étudiants, et puis également assurer le versement des primes qui n'étaient pas budgétées pour les forces de l'ordre qui ont fait leur travail et qui l'ont bien fait pour les Jeux olympiques d'été. Et puis, dans le même cadre, nous avons cherché à limiter la dépense de l'État au strict minimum. Je rappelle que l'exécution des dépenses pour 2024 est maîtrisée sur le budget de l'État avec une prévision d'exécution de 6 milliards d'euros, en dessous du niveau prévu dans le budget initial qui vous avait été proposé pour 2024. Voilà, je termine par un troisième point, si vous me le permettez, Monsieur le Président, concernant l'effort budgétaire que nous avons demandé, que nous avons proposé dans ce 2 projets de loi, afin de réconcilier la réalité avec les prévisions sur le déficit public. Le 4 décembre 2024,
une journée dont je me souviens, après avoir engagé la responsabilité de mon gouvernement sur le texte issu de la CMP conclusive pour le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Vous avez adopté, la majorité de cette Assemblée, une motion de censure et donc ma mission s'est terminée. Je suis alors contraint pendant quelques jours à gérer les affaires courantes, mais je n'ai donc plus formellement d'influence sur la trajectoire des finances publiques. Je note toutefois que le budget présenté par mon gouvernement, que j'ai toujours voulu juste et responsable, est aujourd'hui largement repris par le nouveau gouvernement dans son projet de loi de budget pour 2025, celui qui vous est soumis en ce moment même. S'agissant de l'atterrissage budgétaire de l'État pour 2024, je suis heureux, sans m'en réjouir, parce que c'est toujours trop, que le gouvernement ait pu faire une prévision conforme à la réalité. Et même, nous étions à 6,1, vous allez être à 6, et c'est une bonne nouvelle. Je ne me satisferai jamais du niveau de déficit public, mais je veux rappeler et insister sur le fait que la prévision de croissance et de déficit public retenue pour 2024, dans le cadre macroéconomique des textes financiers, et surtout dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion 2024, ont été respectées. La prévision de 6,1 est bien atteinte, et voire, je le redis, légèrement améliorée, selon les dernières informations dont nous disposons. Cette reprise du contrôle des prévisions de finances, on la doit notamment au sérieux et à la sincérité du travail qui a été fait par nos équipes. Et je voudrais terminer cette intervention par un point qui me paraît important. Le 10 janvier dernier, il y a quelques jours, la Direction générale du Trésor a actualisé ses prévisions macroéconomiques dans une nouvelle note à partir des données disponibles au 16 décembre, date à laquelle je ne suis plus Premier ministre. Par rapport au scénario macroéconomique sous-jacent au projet de loi de finances 2025 d'octobre, validé par le Haut Conseil, la prévision de croissance pour 2025 est dans cette nouvelle note revue à la baisse de moins 0,2%, soit au total 0,9%. Et ça pour deux raisons. Le contexte géopolitique, extrêmement trouble ou instable ou incertain, provoqué depuis quelques semaines par l'élection du nouveau président américain, et je le pense aussi la période d'incertitude ou d'instabilité qui s'ouvre avec la motion de censure qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et la chute du gouvernement. Je comprends d'ailleurs en écoutant les débats de votre Assemblée en ce moment que le souhait majoritaire de votre Assemblée est de mettre fin à cette période d'instabilité et d'incertitude, et j'en suis personnellement heureux pour notre pays. Par ailleurs, alors que le projet de loi de budget présenté par notre gouvernement devait assurer un ajustement budgétaire à hauteur de 1,4 point de PIB, les nouvelles prévisions retiennent désormais l'hypothèse d'un ajustement structurel primaire de 1 point, et non pas de 1,4, ce qui sous-tend que les mesures de redressement nécessaires ne seront plus désormais de 60 milliards, mais de 72 milliards d'euros. C'est comme ça qu'on trouve le chiffre de 12 milliards qui pourrait être lié aux conséquences de l'instabilité provoquée par la motion de censure. Voilà, c'est bien cette incertitude sur la capacité de notre pays à adopter un budget et surtout à réduire de manière structurelle ses dépenses publiques qui pèsent en partie sur nos prévisions de croissance. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, pour dire le contexte, les éléments dont je dispose et les décisions que j'ai pu proposer à votre Assemblée au moment où j'étais Premier ministre. Voilà pour cette intervention de Michel Barnier devant les députés de la Commission des finances qui tentent de comprendre les raisons du dérapage du déficit public en 2023 et en 2024. Cela va donner lieu à un face-à-face, vous allez le voir, très respectueux entre l'ancien Premier ministre et la représentation nationale. Le rapporteur Éric Ciotti et le président de la Commission des finances, l'insoumis Éric Coquerel, ont des questions et ils attendent des réponses. J'ai une première question à vous poser. À votre arrivée à Matignon, vous auriez découvert, je vous cite, une situation budgétaire très grave, vous l'avez répété, et vous avez annoncé demander tous les éléments pour en apprécier l'exacte réalité. Bon, on peut penser que ces propos sont assez surprenants parce que
D'une part, Jérôme Fournel, qui est derrière nous avant de prendre la tête de votre cabinet, était directeur du cabinet de Bruno Le Maire depuis janvier 2024 et précédemment directeur général des finances publiques pendant presque 5 ans. On peut penser que vous aviez donc à vos côtés l'une des personnes les mieux informées de la situation budgétaire du pays. D'autre part, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave sont venus peu de temps après votre nomination nous informer d'une aggravation du déficit de 5,1 à 5,6% en pointant le rôle des dépenses des collectivités qui auraient dérapé de 16 milliards d'euros. Bon, on a vu ensuite que ce dérapage n'était pas à ce niveau et vous-même, vous venez de répéter que vous aviez estimé à l'époque que cette prévision était excessive. Moins de 2 mois après votre nomination, la prévision de déficit a été une nouvelle fois dégradée pour atteindre 6,1% du PIB. Mais ce chiffre a été contesté par l'ancienne équipe à Bercy. Ils l'ont répété lors des auditions, laissant penser qu'en réalité, l'objectif de 5,5 était tenable. Je voudrais donc savoir si cet objectif que les ministres nous avaient présenté à la fin de l'été n'était-elle pas trop optimiste? À votre arrivée, les mesures proposées pour y parvenir, est-ce que vous les jugiez réalistes? Je pense notamment à la proposition de Bruno Le Maire d'annuler l'ensemble des crédits mis en réserve, soit 16,7 milliards d'euros. Enfin, afin de limiter le déficit pour 2024, pourquoi ne pas avoir recouru à un PLFR qui permettait, contrairement à un PLFG, de toucher également la question des recettes? Monsieur le Président, tout le respect que j'ai pour vous-même et pour votre fonction, je comprends bien que vous me disiez que vous ne souhaitez pas évoquer les conséquences de la motion de censure. Ce n'est pas ma question, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas votre question. Non, ma question est autre. Ça peut être une partie de ma réponse aussi. Oui, oui, d'accord. Mais tout de même, je n'ai pas d'émotion particulière ni d'état d'âme, mais je dois constater, et c'est mon rôle de le dire, y compris devant votre commission d'enquête, que la censure qu'un certain nombre d'entre vous ont adoptée a créé une période d'instabilité et a eu un coût. Après, on peut ne pas être d'accord, mais je souhaite le dire et je pense avoir le droit de le dire. Pour que chacun dise ses responsabilités et les assume. J'ai dit, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir rappelé ce point, mais les raisons pour lesquelles, objectivement, on en a discuté avec notre équipe, avec les membres du gouvernement, le ministre des Finances et le ministre des Comptes publics, nous avons finalement choisi de ne pas aller vers un nouvel instrument qui aurait été un troisième projet de loi de finances. Très franchement, j'ai pensé, d'ailleurs je ne me suis pas trompé, que il y aurait beaucoup de difficultés déjà sur les 2 premiers, et donc je pensais que ce n'était pas à peine d'en rajouter. Je ne suis pas toujours... je parlais de stabilité, je pense qu'on a droit aussi de contribuables, en général, mais les entreprises en particulier ont un devoir un besoin de stabilité fiscale. Hein. J'ai toujours en mémoire, Monsieur le Président, un rapport fait sous l'autorité du président François Hollande il y a quelques années, présenté par Louis Gallois, qui était un excellent rapport sur la compétitivité française. Et je me souviens, je parle de mémoire, que la première recommandation de Louis Gallois, c'était de grâce assurer à notre pays et aux entreprises un cadre plus stable, réglementaire. On n'a pas été déçus depuis, au niveau européen et national, mais aussi fiscal. Voilà. Donc je ne trouvais pas bien de procéder à des rétroactivités en matière de fiscalité. Et pour les dépenses, Monsieur le Président, de 2024, il faut distinguer 3 types de mesures. Sur la dépense, le gouvernement précédent, comme M. Adel a dû vous le dire, a mis en réserve 16 milliards de crédits, au-delà et en plus des 10 milliards d'euros annulés dans le décret d'annulation de février 2024. Comme toujours avec les crédits gelés, je réponds là à votre question, et surtout lorsque des annulations substantielles ont déjà eu lieu, il n'y avait qu'une partie de cette somme qui était réellement annulable. Certains crédits gelés portent sur des lignes de prestations et de crédits où il n'y a pas de marge de manœuvre réelle au moment où j'ai pris mes fonctions, c'est-à-dire à l'automne. Par ailleurs, je vous l'ai dit, il a fallu financer. Est-ce que c'était prévisible ou pas? Peut-être en partie
peut-être pas, des dépenses qui n'étaient pas budgétées au moment où je deviens Premier ministre pour 2024. Pour 2024. Et je vous ai dit lesquelles, notamment le début de la reconstruction, et on n'a pas terminé, hein, de la Nouvelle-Calédonie, où 25% du potentiel économique a été détruit, l'Ukraine, qui coûte cher, des primes et des heures supplémentaires pour les forces de sécurité, des fonctionnaires mobilisés pour les Jeux Olympiques, et puis, si vous me permettez de le dire aussi, qui n'avait pas été budgété, le financement des élections législatives anticipées en juillet. Alors, malgré ces contraintes, j'ai maintenu les gels de crédit. Le projet de loi de finances fin de gestion a permis de baisser de 6 milliards de dépenses de l'État, et l'atterrissage du budget de l'État a montré que nous avions globalement respecté, et même un peu mieux, ce qui était prévu en matière de dépenses de l'État. Il y a certaines mesures, c'est mon deuxième point de réponse à votre question, Monsieur le Président, qui concernent les dépenses de sécurité sociale, qui avaient pu être envisagées en 2024, avant l'été, par le gouvernement précédent, certaines mesures d'économie, mais qui n'avaient pas été définitivement arbitrées, et encore moins mises en œuvre. Par exemple, le ticket modérateur accru sur les consultations médicales, la modification des règles de l'apprentissage, la baisse du plafond des indemnités journalières prises en charge par l'assurance maladie. Tout ça n'était pas arbitré, n'était pas mis en œuvre. Et d'ailleurs, si je les avais décidées, elles n'auraient pas eu plus d'effet sur 2024 au moment où je prenais mes fonctions, compte tenu des délais de mise en œuvre. En réalité, ces mesures imaginées ou envisagées, c'est mon opinion. Ça peut être une opinion différente qu'exprime mon prédécesseur, mais chacun, dans le fonctionnement normal de l'État tel que je le connais ou tel que je l'ai mesuré, encore mieux à Matignon, je pense que la mise en œuvre de ces mesures à partir de septembre 2024 n'aurait pas été pertinente, n'aurait pas produit d'effets réels en 2024. C'est comme lorsqu'on dit, et j'entends ça, y compris parmi mes amis, il faut réduire le fonctionnement de l'État, les agences, les opérateurs. Si on décide quelque chose cette année, ça n'a pas d'effet l'année suivante, parce que ces opérateurs, ces administrations, où il y a toujours des gains d'efficacité publique à faire, je pense, ou, comme on le voit dans beaucoup de collectivités locales, d'ailleurs, les gains d'efficacité ont été faits. Il faut du temps pour voir à qui on demande un effort, si cet effort est juste, quelles conséquences directes ou indirectes il peut avoir. Donc là, nous sommes dans le cas où des mesures d'économie au titre de la sécurité sociale n'étaient pas, à mon sens, pertinentes au moment où je deviens Premier ministre. Enfin, et je l'assume pleinement, j'ai écarté 2 mesures fiscales envisagées pour 2024 par le gouvernement précédent. Une mesure de taxation des rachats d'actions, parce que je pensais que cette mesure devait avoir sa place dans le projet de loi de finances initial pour 2025, et une mesure de taxation de la capacité de production d'électricité, en remplacement de la contribution sur la rente inframarginale, dont le rendement s'était en effet révélé très décevant. Outre que cela aurait été répercuté immédiatement par EDF sur les factures d'électricité, j'ai pensé que ces mesures avaient un effet de petite rétroactivité pour 2024, et j'ai préféré concentrer ces mesures sur le projet de loi de finances 2025. Voilà. Donc voilà pourquoi, Monsieur le Président, on peut contester ce choix, on peut le critiquer, je respecte absolument tous les points de vue, mais j'ai pensé que ce n'était pas possible de faire un projet de loi de finances rectificative au moment où je suis devenu Premier ministre. D'accord. Et donc, de tout ce que vous êtes en train de me dire, je comprends que l'idée qu'en réalité, ce qui a été défendu, que l'objectif de 5,6 était tenable, alors que vous aviez annoncé le dépasser, était trop optimiste, n'était pas réaliste pour vous, par rapport à la vision que vous aviez de la situation. Tous les efforts qui étaient imaginés pour réduire ce déficit, théoriquement, n'étaient pas... le mot réaliste, je veux bien le prendre à mon compte. Okay. Je vais dire autrement les choses, n'étaient pas tous possibles. D'accord. C'est ça que ça veut dire, Monsieur le Président. Oui, très bien. Non, j'essaie de ne pas trahir votre pensée.
Au cours des précédentes auditions, nous avons vu que le Haut Conseil des finances publiques était particulièrement sévère dans ses avis sur le réalisme des prévisions de croissance et sur l'évaluation de la crédibilité du scénario macroéconomique. Le budget déposé par votre gouvernement n'a d'ailleurs pas été épargné. Je vous lis des extraits. La prévision de croissance pour 2025, 1,1%, apparaît en premier lieu un peu élevée compte tenu de l'orientation restrictive du scénario de finances publiques. Cette hypothèse de croissance retient, je cite toujours, des hypothèses favorables. La prévision de masse salariale est un peu optimiste. L'effet récessif de votre coupe n'était d'autre part pas suffisamment pris en compte. Je rappelle que le FCE l'avait estimé à moins 0,8 points de PIB. En lisant cet avis, nous retrouvons donc tout ce qui était déjà mentionné pour 2023 et 2024 avec les conséquences que nous connaissons. Ça n'a d'ailleurs pas manqué puisque la prévision de croissance a finalement été dégradée à 0,9. Pourquoi donc n'avoir pas montré plus de prudence dans les hypothèses macroéconomiques de ce projet de loi? Oui, bien sûr, nous avons lu les avis du Haut Conseil, comme vous l'avez fait vous-même. Alors on peut les lire avec le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi, je les ai lus avec les alertes ou les recommandations qu'elles comportent. Je les ai lus tout à l'heure devant vous. Je lis dans cet avis du 8 octobre que la prévision de recettes et de dépenses, et donc de solde public pour 2024, est affectée d'une incertitude non négligeable, mais qu'elle est cohérente, dit le Haut Conseil, avec les informations comptables et budgétaires disponibles. Et le scénario est disponible et compatible aussi avec le scénario macroéconomique. Voilà, je vais pas. On peut discourir ou débattre, Monsieur le Président, très longtemps sur la lecture de ces avis. Le deuxième avis du Haut Conseil, le 31 octobre, est également constructif de mon point de vue et m'encourage à continuer. Je pense qu'à ce moment-là, nous sommes sincères et nous sommes réalistes dans les prévisions de croissance et d'inflation qui sont la base de notre construction budgétaire. Bien, j'ai une question factuelle à vous poser. Tout à l'heure, on vous a évoqué les lettres de plafond et l'épisode des lettres de plafond. Moi, je considère que dans toute la période que nous avons vécue, notamment par rapport au dérapage, l'Assemblée, le Parlement a été privé de moyens de contrôle de ce qui était en train de se passer. Je rappelle qu'en théorie, dans un processus budgétaire, on allait tirer à part vers mi-juillet et le PLF est déposé, la loi de finances est déposée le premier mardi d'octobre. Évidemment, tout ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de tir à part et tout ça. D'où la demande que nous avons eue avec Charles de Courson sur l'aide de plafond. Alors hier, la demande elle a commencé avec Gabriel Attal, Premier ministre. Hier, Gabriel Attal avait l'air étonné que finalement qu'on les ait pas eus. Bon, pourtant, il a pris la responsabilité de ne pas nous les avoir donnés au moment où il était Premier ministre. Et ensuite, c'était vous qui étiez Premier ministre. Moi, j'aimerais savoir qui a décidé de ne pas transmettre les lettres de plafond à Charles de Courson et à moi-même. Monsieur le Président, c'est le Premier ministre qui est responsable. D'accord. Ok. Comme on les a demandé, la question laquelle je vous posais, c'est que comme on les a demandés à Matignon et qu'on a été après les demander à Bercy, je voulais savoir quel était donc le responsable de la non-transmission de ces lettres de plafond. Et j'ai une dernière question un peu plus globale. On a toute une politique économique qui est menée depuis plusieurs années qui se fixe comme objectif premier le fait de réduire les déficits. Les déficits sont passés en termes prévisionnels de fin 2023 de 4,4 à 6,1 finalement réalisés. Donc cet objectif central que les gouvernements se sont donnés, on voit un échec. Est-ce que vous considérez que c'est également l'échec des politiques économiques menées? Je pense qu'il y a évidemment un lien. Je sais que c'est un de vos soucis de montrer ou de mettre en cause les politiques économiques qui ont été menées et que vous n'approuvez pas, Monsieur le Président. Il y a un lien entre les politiques économiques et budgétaires qui sont conduites et le niveau de déficit.
puisque c'est précisément au moment où j'arrive et que je constate ce déficit que je trouve excessif, pour toutes les raisons que j'ai longuement dites, et je vous remercie de votre patience, que je décide de le réduire. Et je prends le risque, je l'ai dit devant vous, d'être impopulaire pour ne pas être irresponsable. Et que je préfère, je répète à cet instant, et je continue à considérer que c'est ma manière de faire de la politique, qu'il vaut mieux être impopulaire qu'irresponsable. Donc je veux être responsable. Et je considère que c'est ma responsabilité de Premier ministre que de réduire le déficit, même de faire une marche de 1%. Donc c'est bien une politique économique. Il faut être juste aussi avec les gouvernements précédents. Vous auriez été ministre des Finances dans un gouvernement différent, Monsieur le Président. Vous auriez dû faire face au choc de la crise du Covid, qui a été absolument inédit. Je recommande d'ailleurs, je dis en passant, parce que j'ai toujours été passionné par la culture du risque, comme j'ai pu le démontrer tout au long de ma vie politique, dans tous les domaines, et pas seulement de l'écologie, qu'on se prépare toujours à de nouvelles pandémies, hein, voilà, dans le monde où nous sommes. En tout cas, celle-ci est terrible, inédite. L'économie du monde s'arrête, la nôtre aussi, dans des conditions... Et ça a des conséquences. Le gouvernement, à l'époque, choisit clairement une politique budgétaire pour soutenir l'économie. Je crois qu'il fait bien. Est-ce qu'il propose assez tôt, en responsabilité, de faire, comme on dit en anglais, du phasing out, assez tôt? Moi, à ce moment-là, j'ai pas tous les moyens. Je suis en dehors de responsabilité publique, mais de dire qu'on aurait possiblement dû expliquer aux Français et aux entreprises qu'un certain nombre de dispositifs liés au quoi qu'il en coûte auraient pu progressivement être diminués pour amortir le résultat auquel nous sommes arrivés en 2024. Voilà. Est-ce que c'est... Oui, c'est de la politique économique, Monsieur le Président. Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous avons procédé hier, dans cette même configuration, à l'audition de votre prédécesseur, Monsieur Gabriel Attal, et de façon plus édulcorée qu'il avait fait dans la presse au moment de votre nomination, ou que ses amis ou ses porte-paroles l'avaient fait. Il a, de façon un peu insidieuse, mis en cause une forme de retard dans la prise de décision portant sur des réductions de dépenses, dans la mise en œuvre du surgel des 16 milliards qu'il avait annoncé au mois de juillet. Et hier, il a, devant notre commission, évoqué un coût de ces retards de plusieurs milliards d'euros, notamment dans la notification de ces gels de crédit au ministère au moment de votre arrivée. Je pense que ces propos ne vous ont pas échappé. Comment vous les avez reçus et surtout quelle appréciation vous portez sur ces critiques sous-jacentes que je trouve personnellement assez déplacé compte tenu de l'état des lieux que vous trouviez, mais néanmoins, quel est votre regard sur ces critiques? Il faut que j'appuie sur le bouton. J'ai aucune intention, monsieur le... Ciotti, j'ai aucune intention de faire une polémique avec M. Attal. Hein. Aucune. Aucune. D'ailleurs, j'ai eu la chance dans mon gouvernement de compter sur le soutien et la présence et le travail de plusieurs ministres qui étaient dans son propre gouvernement. Et donc, moi, j'essaye de dire les choses de manière simple et pas théorique. J'ai trouvé une situation. J'ai essayé de vous dire objectivement
quelle était cette situation. Et dans les notes que je n'ai pas rédigées moi-même de la Direction générale du Trésor, qui se sont succédés de juillet à septembre, de septembre à janvier, on voit bien l'évolution des choses. Et j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, M. Ciotti, pourquoi toutes les mesures annoncées par le précédent gouvernement n'étaient pas possibles dans leur intégralité. Alors, on peut dire les choses d'une manière ou d'une autre. Le surgel était déjà en place quand je suis arrivé. Monsieur le maire avait déjà notifié pendant l'été les cibles de dépenses au ministre. J'ai expliqué qu'un certain nombre de mesures, c'est sans doute celle que vise M. Attal quand il dit que je n'ai pas fait tout ce qu'il souhaitait. Je peux trouver d'autres exemples de choses qu'il souhaitait que je n'ai pas faites. Si on me pousse un peu, je peux par exemple parler de l'assurance chômage. Quand j'arrive, il me dit tout est prêt, il n'y a plus qu'à signer le décret. Je dis pourquoi vous ne l'avez pas fait? J'ai dit non, je veux mettre ce sujet de l'assurance chômage en discussion avec les partenaires sociaux, parce que moi je crois au dialogue social. Donc, et nous avons bien fait. La ministre du Travail, qui a fait un très bon travail, a soumis ce sujet. Bien sûr, ça ne rapporte pas, si je puis dire, la même économie, mais je pense que le dialogue social, la qualité du dialogue social a aussi un coût positif, si je puis dire. Donc, j'ai préféré ça. Donc voilà une chose que M. Attal m'avait recommandé à plusieurs reprises publiquement et que je n'ai pas fait. Et là, je n'ai pas pu faire un certain nombre de choses que j'ai dites tout à l'heure, qui n'étaient pas réalistes et qui n'auraient pas produit de résultats financiers en 2024. Alors, on peut discuter, il faudra demander aux... Si vous voulez aller plus loin, M. Ciotti, je pense que je vous encourage à le faire. Après, si je me suis trompé, je vous le dirai. Mais interroger les responsables administratifs des crédits que M. Attal voulait supprimer ou geler sur le ticket modérateur, accru sur les consultations médicales, les modifications des règles de l'apprentissage, le plafond des indemnités journalières, interroger les services gestionnaires de ces crédits. Et puis ils vous diront si les économies mises en œuvre, je ne parle pas de juillet, j'aurais pu le faire en juillet, ou j'aurais pu le faire en juin, ou j'aurais pu le faire en mai, fait en septembre ou octobre aurait produit réellement ou pas des économies. C'est ça la question. Alors peut-être que je me trompe, mais moi on m'a dit si on supprime ces crédits, si on les gèle, ça ne produit pas d'effet en 2024. Voilà pourquoi je ne les ai pas pris. Donc ça explique une partie de... Voilà. Voilà. Merci. Pardon, excusez-moi. Je ne veux pas me couper la parole. Pour compléter ma question, peut-être sur un plan plus technique, parce qu'il y a naturellement des connotations politiques qui nous échappent pas et qui nous ont pas échappé, mais je cite très exactement ce qu'a souligné hier votre prédécesseur, Monsieur Gabriel Attal. Il dit en juillet, je le cite, mon gouvernement a fait le choix d'annuler 16 milliards d'euros. Nous comptions en annuler 9. Pour cela, il aurait fallu notifier l'annulation au ministère dès le début du mois de septembre. Nous n'avons donc pu en annuler que 6 sur les 9. Donc en gros, il reprochait ces plusieurs milliards que j'évoquais d'avoir pris un retard dans cette annulation de crédit. Donc c'est un plan technique. Pourquoi ces notifications n'ont pas été faites, au-delà des choix d'arbitrage, qui me permet peut-être de vous poser une autre question sur que j'allais vous poser, mais vous avez évoqué ce point sur la question de l'assurance chômage. C'est une mesure, nous avons siégé ensemble dans la même formation politique, nous avions présenté ensemble un contre-budget pour 2024 et nous avions inscrit cette réforme des indemnités chômage dont le gain pour les dépenses publiques s'élevait à 5 milliards d'euros potentiellement. Pourquoi M. Attal a annulé, n'a pas signé ce décret, enfin
a annoncé de façon très politique entre les 2 tours des élections législatives qu'il ne signerait pas ce décret. Pourquoi vous ne l'avez pas repris? Il y avait là une source d'économie très, très forte, très puissante, et qui me paraissait en cohérence avec ce que vous aviez toujours défendu. Oui, alors, il y a 2 questions. Oui, il y a 2 questions. Ceci dit, le fait que nous avons appartenu à la même formation politique ne m'a pas échappé. J'en ai un souvenir précis. Je n'ai pas de nostalgie, mais j'ai un souvenir précis de ce moment-là. Et donc, les choses sont aujourd'hui ce qu'elles sont. Et je pense en effet qu'il fallait procéder à une réforme de l'assurance chômage, comme j'ai dit à un autre moment que je souhaitais, dans un autre domaine, qu'on simplifie, qu'on harmonise, qu'on décomplexifie les modalités des prestations sociales à travers la création d'une allocation sociale unique, sauf l'allocation pour adultes handicapés. Je n'ai pas changé d'opinion. Et en devenant Premier ministre, je n'ai pas changé d'opinion non plus. Simplement, j'ai pensé, alors on peut me donner tort ou raison, qu'il y avait besoin dans ce pays, je l'ai senti, je l'ai vécu personnellement en recevant les représentants syndicaux et patronaux longuement avec Mme Padossian en arrivant à Matignon. J'ai passé beaucoup de temps, et je ne le regrette pas du tout, c'est jamais du temps perdu avec les représentants syndicaux, qu'on devait ouvrir un champ de discussion. Comme je ne souhaitais pas l'ouvrir pour toutes sortes de raisons sur la question de la retraite, sauf les sujets importants qui sont liés à la retraite concernant la pénibilité, les carrières longues ou les femmes, qui sont en discussion en ce moment, avec d'autres sujets d'ailleurs, j'ai décidé, et ça a été un point de débat entre un certain nombre de députés de la majorité sortante et la nouvelle majorité relative qui m'accompagnait, dont beaucoup font partie ici et que je vous remercie, j'ai décidé d'ouvrir ce champ au dialogue social. Voilà. Parce que je crois aussi, c'est une différence entre nous, M. Ciotti, mais moi je crois au dialogue social. Voilà. Je crois que le dialogue social est important. Je pense qu'un pays où il y a de la cohésion sociale, dans l'entreprise et dans la société, c'est un pays qui se porte mieux. On a besoin de syndicats forts, qu'il faut être respecté. Donc, j'ai trouvé, M. Ciotti, en effet, ce projet de loi, et je l'ai remis en discussion, et je ne le regrette pas, parce qu'à quelques centaines de millions d'euros près, à coup sûr, on a obtenu un résultat très positif et constructif grâce au dialogue social. Voilà, dans ce domaine, et j'espère que ça sera le cas dans d'autres domaines. Voilà, j'ajoute que le décret assurance chômage n'aurait rien rapporté en 2024 de toute façon. Hein. Rien. Voilà. Sur les questions techniques, là, sur ce que dit monsieur, pardon. Non, pardon. Oh, c'est désagréable. Sur le report que souligne Gabriel Attal sur la notification de l'annulation des crédits au ministère. Oui, alors, je ne sais pas si c'est technique, mais M. Attal il est en fonction quand j'arrive, hein, même s'il est démissionnaire. Selon les informations que je pose, le ministre des Finances avait notifié pendant l'été les cibles de dépenses à tous les ministères. Et donc, après, j'ai pris le temps. Vous arrivez au gouvernement, vous n'y êtes pas depuis longtemps. Je n'étais pas ministre depuis longtemps, 2009. J'ai besoin de regarder dans le détail ce qui a été prévu par le précédent gouvernement sans hostilité, sans agressivité, mais simplement pour comprendre. Donc je prends du temps pour voir si toutes les annulations, les gels prévus, que j'accepte pour des raisons macroéconomiques et budgétaires de réduction du déficit, j'accepte dans leur principe, je regarde dans le détail, j'ai besoin de temps. Encore une fois, je ne cherche pas, M. Ciotti, d'excuses ou de complaisance. Je sais que je n'en aurai pas. En tout cas, de certains nombre d'entre vous. J'explique simplement, et je me suis permis de vous donner le calendrier, de vous rappeler le calendrier dans lequel j'ai dû travailler, et y compris pour réduire le déficit autant que possible en 2024, par rapport aux prévisions et au dérapage potentiel. J'essaye de regarder dans le détail ce qu'il y a dans ces annulations, sur qui ça tombe. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Et puis je me tombe au même moment sur... On m'annonce qu'il y a 1 milliard de moins sur la sécurité sociale, enfin 1 milliard de plus de dépenses. On me dit en même temps que rien n'a été financé pour le financement des élections législatives qui vous concernaient. Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a des dépenses supplémentaires. Pour financer les primes des forces de l'ordre des Jeux Olympiques, il n'y a pas d'argent. Donc il faut trouver de l'argent. Donc tout ça fait
un instant. Mais enfin, nous avons quand même fait un effort. On a fait un effort important de réduction des dépenses. Hein. Je serais content que, je ne sais pas si M. Attal a eu le temps de le faire hier, mais que vous lui demandiez le détail des mesures dont il pense qu'on aurait dû les prendre et qu'on n'a pas prises. Hein. Je pense qu'il faudrait lui demander dans le détail. Et puis après, vous regarderez sur qui ça tombe. Hein. C'est-à-dire? Comment? C'est-à-dire? Non, ça m'intéresse ce que vous dites là. Excusez-moi, Eric. Vous dites sur qui ça tombe. C'est que vous avez une certaine idée sur qui ça tombe, les mesures. En général, il faut toujours regarder. Je suis content, oui, Monsieur le Président, que vous soyez intéressé par ce que je dis. Bah oui, bien sûr. J'écoute, ça n'a pas l'air, mais j'écoute attentivement. Je suis sûr que vous écoutez. Non, je vous connais, j'ai du respect pour vous. Du respect. Je sais que vous écoutez, mais vous êtes Premier ministre. Je regarde, moi j'ai un souci. Je vous l'ai exprimé à plusieurs reprises en présentant le budget sur le fait que je souhaitais que les Français les plus fragiles, les classes moyennes ne soient pas touchés par les efforts qu'on demandait, mais si on demandait un effort à tout le monde pour qu'il soit le plus juste. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que avant d'annuler, il faut regarder sur qui ça tombe. Voilà. On peut pas. J'ai toujours des. Comment dire, si je m'exprime maintenant très librement, j'ai toujours des scrupules ou des hésitations à ce qu'on appelle les coups de rabot, vous savez. Voilà. Je pense que dans la gestion publique moderne, on devrait être capable de demander aux fonctionnaires, aux services, en responsabilisant les gens, peut-être en les intéressant d'ailleurs aux économies qu'ils font dans leur propre service. On devrait être capable de gérer autrement que par des coups de rabot. Donc j'ai simplement ce souci d'exprimer sur qui ça tombe. Est-ce qu'on ne fait pas quelque chose d'injuste? C'est ça que je veux dire. Excusez-moi, Eric. Monsieur le Premier ministre, bon, vous avez apporté des éléments sur ces points. On ne manquera pas de réinterroger Monsieur Attal, sans doute par écrit peut-être. De façon globale, vous avez évoqué les mesures que vous êtes amené à prendre en trouvant une situation à votre arrivée extraordinairement préoccupante, extraordinairement dégradée, avec des paramètres qui sont tous dans un état alarmant. Vous faites des choix pour proposer ce budget que vous bâtissez en un mois à peu près. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, rétroactivement, et compte tenu de l'évolution politique qui a suivi, est-ce que vous n'avez pas le regret, Monsieur le Premier ministre, d'avoir bâti ce budget essentiellement sur des hausses de prélèvements obligatoires qui portaient atteinte au pouvoir d'achat des ménages d'une part, et surtout, et aussi, qui portaient atteinte à la compétitivité des entreprises, notamment avec cette surtaxe d'IS qui est maintenue dans le budget de votre successeur, ce qui, à mon avis, est une erreur gravissime pour l'économie française. Est-ce que cet équilibre qu'a souligné le Haut Conseil des finances publiques, ce déséquilibre plutôt entre effort sur la baisse des dépenses publiques et surtout, je dirais, effort extrêmement important qui porte sur la hausse des prélèvements obligatoires, rétroactivement, n'était pas une erreur? En vous écoutant, Monsieur Tilly, je dis sans souriant, mais j'ai senti une sorte de nostalgie que je ne sois plus Premier ministre. Donner des conseils pour... J'aurais dû suivre pour rester Premier ministre, mais moi, je n'ai pas cherché à rester Premier ministre à tout prix. Hein. Quoi qu'il m'en coûte, non. Ce n'était pas mon état d'esprit en arrivant à Matignon, hein, pas du tout. J'ai cherché à faire ce qui me paraissait conforme à l'intérêt national. Et d'ailleurs, puisque vous rappelez l'époque où nous étions dans la même formation politique, nous avions souhaité demander ensemble qu'on fasse dans ce pays, qu'on réduise le déficit, parce que le déficit, c'est, pour reprendre un mot que nous utilisons peut-être pas dans le même esprit, mais qui est important, c'est une souveraineté. La souveraineté nationale, c'est aussi de ne pas dépendre de manière excessive, comme c'est le cas aujourd'hui, des prêteurs, des fonds d'investissement, des gens qui nous achètent notre dette, si je puis dire. Donc
je pense qu'il fallait réduire cette dépendance, retrouver cette souveraineté, respecter le règlement de propriété que j'ai évoqué tout à l'heure avec nos partenaires dans la zone euro, qui est si importante en ce moment, tellement importante. Vous savez, mesdames et messieurs les députés, c'est un autre sujet, mais je peux revenir un autre jour, vous parler de ce que je pense de ce qui va se passer dans les temps qui viennent, mais on va vite mesurer que notre principal atout dans la turbulence mondiale qui se prépare, ces guerres commerciales et peut-être d'autres, notre principal atout à nous Français et à nous Européens, c'est le marché unique et la zone de stabilité, de gouvernance commune qu'il constitue, en ce qu'il est bien davantage qu'une zone de libre-échange, comme les anglo-saxons le croient. C'est un écosystème complet, le marché unique complet, peut-être trop normatif, avec trop de règles, trop de standards, mais nous avons des régulations communes, des supervisions communes, une juridiction commune. Je crois que les Américains vont, comme les Chinois d'ailleurs, peut-être vont prendre du temps pour comprendre ce que c'est, mais c'est notre principal atout pour nous défendre, pour préserver nos intérêts sans complexe. Donc la souveraineté financière, M. Ciotti, pour moi, était très importante. Alors, est-ce que j'ai mis le curseur là où il fallait avec le gouvernement? J'ai dit moi-même, je le répète, M. Ciotti, que ce projet de budget n'était pas parfait. Je n'ai pas eu un mois pour le faire. J'ai eu moins qu'un mois compte tenu des délais de saisine du Haut Conseil des finances publiques, de la pression normale et légitime exercée par l'Assemblée pour avoir toutes les informations. Le président l'a rappelé. Je n'ai pas eu un mois pour faire ça. Voilà, donc sur le fond, le projet de loi de finances que j'ai présenté, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, comportait plus d'économies que de prélèvements. Voilà. Alors, je ne veux pas faire de comparaison non plus avec le budget sur lequel vous allez vous prononcer aujourd'hui même. Donc, je ne crois pas avoir été timoré dans les économies, mais là aussi, j'ai toujours le souci qu'on regarde où ça a des conséquences. Voilà. J'ai essayé de faire un projet de finances, un projet de finances équilibré. J'étais d'ailleurs convaincu qu'étant imparfait au départ pour les raisons que je vous ai dites, de contraintes de temps, grâce au travail du Parlement, on donnerait acte que j'ai fait le choix de laisser la discussion s'ouvrir. J'ai reçu d'ailleurs des recommandations ici ou là pour couper la discussion du budget, Monsieur le Président, tout de suite, dès le début, pas un 49.3. Je n'ai pas fait ça. J'ai laissé, avec les résultats que tout le monde connaît, la discussion se dérouler à l'Assemblée nationale. Le Sénat a fait un très bon travail. Et je remercie le Sénat de sa confiance et de son soutien. J'étais persuadé qu'on arriverait à un point d'équilibre, un centre de gravité, en faisant que l'effort soit le plus justement partagé. Voilà ce que je peux dire de feu le projet de budget que j'ai présenté. Mais comme je vous l'ai dit, et comme vous le savez bien, on en retrouve beaucoup de dimensions et beaucoup d'éléments dans le projet de loi de finances actuel. Bien, merci. Pardon. Une toute dernière question assez simple, puisque vous venez d'évoquer ce rapport entre la baisse des dépenses publiques et l'augmentation des prélèvements. C'est pas l'analyse, c'est pas les chiffres qu'a donné le Haut Conseil des finances publiques, mais j'ai vu que votre ancien directeur de cabinet, Monsieur Fournel, vous communiquez ces éléments. Ça me permet de vous poser la dernière question. Est-ce que la nomination de Monsieur Fournel vous a été suggérée, évoquée, imposée par le président de la République? Ma réponse est non. Je vous remercie. Je vous passe la parole, Mathieu Lefebvre. Juste, vous avez dit quelque chose, Monsieur le Premier ministre. Oui, je vous en prie. Vous avez dit que vous avez eu des recommandations pour faire un 49.3 plus rapidement. Qui vous a fait ces recommandations? Dans la discussion que j'ai avec les parlementaires, les présidents de groupe, on discute, monsieur, comme vous faites vous-même dans le cadre du nouveau Front populaire. J'imagine que vous discutez entre vous, n'êtes pas toujours d'accord. Ça fait erreur de ma part. Donc on discute. Moi, j'écoute. Je ne sais pas tout.
on est dans une situation inédite à l'Assemblée nationale, où il n'y a pas de majorité du tout possible. D'accord. Donc ça vient des présidents de groupe. Donc je discute avec mon ministre chargé des relations avec le Parlement, je dis qu'est-ce qu'on fait, donc, je discute avec les présidents de groupe, je discute avec tout le monde. Et je choisis de laisser le dialogue, le débat parlementaire s'engager. Voilà, je ne le regrette pas. Ok, merci. Mathieu Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Pardon, Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Hier, en effet, votre prédécesseur a évoqué une batterie de mesures à la fois réglementaires et législatives qui avaient été préparées et qui auraient pu être prises au moment de votre prise de fonction et qui auraient pu contribuer à réduire le déficit public en 2024. Et de la question que vous a posée monsieur le rapporteur Ciotti, je comprends que, selon vous, monsieur le Premier ministre, il n'était pas impossible de prendre ces mesures, mais il n'était pas souhaitable. Si on les reprend dans le détail, vous considérez qu'il était encore possible, par exemple, d'aller plus loin dans les annulations de crédit, mais vous ne le souhaitiez pas, et c'est un choix politique qui est respectable. Mais c'est différent d'avoir des options politiques qui sont impossibles et des choix politiques. Je pense notamment à la réduction de la dépense des indemnités journalières qui était possible de faire par voie réglementaire. Je pense également à l'ajustement de la prime d'activité au moment où le SMIC a été augmenté, évidemment à l'assurance chômage. Alors là, de ce point de vue, il y a me semble-t-il, une divergence avec Gabriel Attal qui nous indiquait qu'elle était prévue pour entrer en vigueur au mois de décembre. Et puis, évidemment, à la fiscalité rétroactive sur les rachats d'actions et sur les énergéticiens. Donc, est-ce qu'on peut considérer, monsieur le Premier ministre, que c'était possible mais que vous ne l'avez pas souhaité? Encore une fois, plutôt que de dire il suffirait il n'y a qu'à faire 9 milliards d'économies, peut-être interroger ceux ou ceux qui disent ça, lesquels concrètement, précisément, ligne par ligne, budget par budget, où se trouvent ces 9 milliards. Alors moi, je répète une deuxième ou une troisième fois, monsieur Lefebvre, que certaines des économies qui étaient proposées, au moment où je deviens Premier ministre, et en prenant quelques jours, si je puis me permettre, pour regarder ce qui était prévu, la situation, j'examine les choses dans le détail. Enfin, je suis assez méthodique, hein, monsieur Lefebvre. Je suis assez précis, j'aime bien les détails. On me dit, je me rends compte, je pose des questions, et on me dit que certaines mesures d'économie ne produiront aucun effet en 2024. C'est notamment le cas des indemnités journalières sur l'assurance chômage. Il n'y a pas d'effet. Au moment où je me trouve, je ne dis pas que ce n'était pas le cas en juin ou en mai ou en juillet. Hein, mais au moment où je me trouve, le temps de mettre en œuvre les mesures, les procédures, ça ne produit rien en 2024. Voilà. Encore une fois, si vous interrogez les gestionnaires de ces différents mécanismes, ça vaut le coup d'ailleurs de comprendre où se trouve le temps nécessaire quand on prend une mesure pour qu'elle soit effective. C'est intéressant comme réflexion. Hein. Moi, j'ai toujours été très passionné, je le fais dans ma vie politique, et je le reste d'ailleurs, par ce que j'appelle l'effet de suivi par rapport à l'effet d'annonce. Toujours. J'attache plus d'importance à l'effet de suivi qu'aux effets d'annonce. Et même 30 ans après, je continue à suivre, pour tout vous dire, franchement, des décisions que j'ai prises quand j'étais ministre de l'Environnement. Par exemple, le fonds Barnier, je regarde ce qu'il en est. En arrivant, d'ailleurs, à Matignon, j'ai demandé une note précise sur où on est dans le fonds Barnier, comment on l'alimente, etc. Je suis toujours le plan Loire Grandeur Nature que j'ai lancé en 1995, vous voyez, 30 ans après. Donc je me suis toujours intéressé par ça. Mais là, combien de temps ça prend? On me répond, ça ne va pas produire d'effet en 2024. Donc, voilà. Merci, monsieur le Premier ministre. Vous avez assez rapidement communiqué sur la base des éléments du Trésor qui vous ont été fournis relativement au déficit public 2024 et à son extrapolation en 2025 à 6,9% du PIB. Est-ce que vous n'avez pas craint que la révélation de cette note et de son contenu puisse
avoir un effet macroéconomique sur la fin de l'année 2024. De la même manière que ce qu'a indiqué le rapporteur Ciotti, la consolidation budgétaire que vous avez prévue, et que je trouve à juste titre indispensable, mais qui contenait malgré tout des éléments de fiscalité susceptibles de nuire à la compétitivité et donc d'avoir des effets sur la croissance en fin d'année. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de ce risque en fin d'année, aussi bien donc du point de vue de la divulgation du risque de déficit que du contenu même de la consolidation budgétaire que vous apprêtiez à mettre en œuvre? C'est une question intéressante, d'ailleurs, comme toutes les questions que vous me posez. Mais quand même, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière votre question, hein? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas dire les choses? L'idée que je me fais depuis assez longtemps de la responsabilité de ministre, de Premier ministre, a fortiori, c'est quand même de dire les choses aux Français. Et quand vous les dites assez tôt, c'est moins grave et ça produit moins de conséquences que si on les dit trop tard. Voilà ce que je pense. Et s'agissant du déficit de notre pays, j'ai dit les choses telles que je les comprenais. Elles ne se sont pas révélées inexactes, notamment sur l'effort qu'on va faire en 2024. La réalité reste ce qu'elle est. Alors on peut atteindre cette réalité différemment. C'est ce que vous allez faire sans doute avec le budget qui va être adopté. Et personnellement, je souhaite la stabilité, je l'ai dit à François Bayrou, mais la marche que je proposais était plus forte. Ça veut dire que si on veut préserver l'objectif de 3% en 2029, il faudra faire d'autres marches plus fortes après. Hein. Tout. Je ne crois pas, mais votre question est importante, parce que elle est grave. Hein. C'est une question grave. Est-ce que, en disant les choses clairement, on provoque la récession, des turbulences? Ça ne s'est pas produit. D'où vient la récession? D'où vient la fermeture d'entreprises trop nombreuses, toujours trop nombreuses, l'augmentation du chômage qu'on a constaté? Objectivement, ça remonte à, tous les économistes vous le disent, à plus de temps que ça, que c'est quelques petits 3 mois, pourtant très intenses, où j'ai eu l'honneur d'être Premier ministre. Mais moi, je pense que ce devoir de vérité, c'est aussi un devoir qui permet aux Français de comprendre l'effort qu'on leur demande. Parce que si on ne dit pas les choses, si on fait comme s'il n'y avait pas de déficit, un jour ou l'autre, on est rattrapé. Hein. Vous savez, les marchés financiers dont je vous ai dit un mot et que je connais assez bien, sont des gens qui n'aiment pas toujours beaucoup la lumière, que nous avons obligés à la transparence. Hein. Je vous dis, j'ai présenté 41 lois de régulation financière, 41 lois, de 2010 à 2014, hein, au niveau européen. 41 lois. Sur tous les acteurs, tous les marchés, tous les produits financiers. Ça n'a pas toujours fait plaisir à des gens qui n'étaient pas habitués à être régulés, à rendre des comptes, à faire du reporting, à être supervisés. Mais je pense à ça nécessaire. Ces marchés-là, il n'y a pas de cadeau. Hein. Voilà. Où nous sommes devant deux risques, celui de l'étranglement, du resserrement progressif lié à l'augmentation des taux, et nous y sommes, au-dessus des taux grecs, en se rapprochant des taux italiens, il faut faire très attention. Et ou alors des mouvements spéculatifs brutaux, hein, qu'on en a connus dans le passé. Donc il faut à tout prix en responsabilité éviter. C'est ce que je crois faire le gouvernement actuel, mais ce que j'essaie de faire à ma manière aussi. Vous avez dit tout à l'heure, si on veut bien constater que notre commission d'enquête doit aussi servir à savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans la situation qui est le sujet de la commission d'enquête. L'idée que ne pas dire ce que vos services vous annoncent parce que vous pensez que vous risquez soit de les rendre inéluctables, soit voire de les aggraver, c'est quelque chose que vous ne partagez pas. C'est ce que je comprends. Hein. Oui, en prenant le temps Monsieur le Président, quand vous êtes Premier ministre et que tout arrive
vers vous. Beaucoup de problèmes, hein. Plus que de bonnes nouvelles quand vous êtes Premier ministre. Et là, j'ai beaucoup de mauvaises nouvelles, mais je le savais. Prendre le temps, Monsieur le Président, de tout de même vérifier quand même. Je reçois une information et je demande un avis non pas contradictoire, mais je demande plusieurs avis. On va au fond des choses. Une fois que vous avez la certitude que ce qui vous est dit est juste, il faut dire les choses. D'accord, merci. Voilà pour les moments forts de cette audition de Michel Barnier devant la commission d'enquête sur le dérapage des finances publiques en 2023 et en 2024. Vous pouvez retrouver l'intégralité des auditions devant cette commission sur notre site lcp.fr. À très bientôt au cœur de l'Assemblée nationale pour une autre séance.